Et oui, chers internautateurs, chères internautatrices, bienvenue dans ce nouvel épisode sur la vie et le destin de Napoléon. Alors, je ne vais pas vous faire croire que j'ai révisé mes cours d'histoire, non, absolument pas. Je vais donc juste vous souhaiter la bienvenue dans ce X-Rules numéro 8. Et bien sûr, qui dit X-Rules dit grand spécialiste du Wargame, et c'est pour ça que j'ai la joie d'accueillir Monsieur Guillaume. Comment vas-tu, Guillaume? Français, le jour est venu de vaincre ou de mourir. Alors, si je pouvais vaincre, moi je veux bien. C'est vrai que Guillaume, tu vas jouer les Français, donc tu vas défendre nos couleurs. Car le X-Rule numéro 8, nous n'y coupons pas, c'est bien évidemment le bicentenaire de la victoire de Waterloo. Parce que Napoléon, grâce à cette défaite, est passé à la postérité. Donc c'est une victoire de la communication. C'est ça. C'est rare que les Français l'emportent sur les anglo-saxons. Hein. Disons-le. Disons-le. Au son haut les couleurs. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, nous avons ce spécial Waterloo 1815. Oui. La Belle Alliance, as known as Battle of Waterloo. Exactement. Donc c'est UP Games qui s'est occupé de ce jeu, qui est présenté comme ça. C'est pas une boîte habituelle, on l'a sous un format petit dossier déplié, etc. Tout est dedans. Tout est dedans. Exactement. Donc le matériel en fait est sur la table. Il tient en effet dans cette sorte de livret pochette. Et la raison pour laquelle j'ai choisi en fait ce wargame, c'est parce que vous allez vous en rendre compte à travers la partie test que nous allons effectuer. C'est un jeu qui joue en 15 à 20 minutes. Ah oui. C'est un jeu de stratégie qui joue en 15 à 20 minutes et qui a plein de qualités. Et c'est pour ça qu'il est choisi. Bon, voilà. Moi, c'est une société. Ouais, parce que vas-y. UP Games, en fait, c'est une société finlandaise. Et pour une fois, ce ne sont pas des Américains dingues, ni des Anglais, et pas non plus les Français. Les Français, on les verra dans un autre, dans une autre émission. Ils nous ont bien traités, du coup. Ils nous ont plutôt bien traités. On voit en effet que on voit l'aura de la France rayonner au-delà de nos frontières, puisque en effet l'auteur exprime pudiquement le fait qu'il y a plus de chances de gagner avec le français que l'anglais au jeu. D'accord. Je ne partage pas forcément son point de vue, mais c'est vrai que le français est puissant. Mais c'est un jeu, comme je l'ai dit, dont la première qualité, c'est que ça joue en 15-20 minutes. On l'a testé, c'est vrai. Donc c'est un jeu qui permet les allers-retours. Oui. Donc c'est très sympathique. Et il y a en fait une règle qui permet justement de décompter rapidement les niveaux de victoire des deux joueurs et après de déterminer celui qui l'a gagné à l'issue du duel. Donc puisqu'on change le plateau. Alors le game design est assuré par Monsieur Hannu Usitato, celui dont tu parlais à l'instant, Talo. Ouais. Et les graphismes, sont de Kim Pakvalin. Alors après, bien évidemment, il nous fallait quelqu'un pour jouer le camp adverse, tirer le premier, messieurs les Anglais, et c'est Monsieur Franck qui était avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Franck, d'être avec nous. Tu es sûr que tu vas vouloir gagner. Tu ne me feras aucun cadeau. Je crois même que les Français commencent. Dit-il pour respecter cette réalité historique. Donc du coup, la Belle Alliance, la bataille de Waterloo, va nous être expliquée bien sûr par tes soins. Nous allons donc jouer avec Franck qui va jouer les Anglais, moi les Français. Et là pour le coup, on peut se lancer quasiment directement dans l'explication des règles. Alors deux, trois précisions sur l'ergonomie du jeu parce que c'est important. Comme vous le voyez, c'est un jeu qui prend relativement peu de place avec une carte centrale qui sert essentiellement à positionner les armées qui ont, les divisions et les différents corps qui ont combattu à Waterloo. D'accord. Et des cartes. Tiens, tu peux prendre en déporté par exemple la garde. Allez, la garde et Napoléon. La garde et Napoléon. Alors on va côté français et puis je te donne côté anglais Uxbridge et Wellington. Donc du coup, pour les différentes unités, on a une carte qui reprend l'ensemble des valeurs. Je fais un petit dézoom pour placer à côté le patron. Alors j'allais dire, si je dis le général Napoléon, j'abuse d'un terme historiquement faux? S'il te plaît, l'empereur. L'empereur. Tu dis même pas l'empereur Napoléon, c'est l'empereur. L'empereur. D'accord. Voilà. Il suffit de m'apprendre les choses. Minimum. Un peu de respect, monsieur. Et de l'autre côté, nous avons Wellington et par exemple la cavalerie d'Uxbridge, s'il vous plaît. Exactement.
Et donc pour chacun, avec un petit côté caractéristique, un petit côté lancer de dés, c'est ça? Oui, on va voir comment en fait fonctionnent les cartes. Un grand côté lancé de dés. Un grand côté lancer de dés, oui c'est vrai. On peut même aller jusqu'à 7, ce qui est quand même étonnant puisque je n'ai vu que des D6. Non, parce qu'il y a des bonus. Ah, très bien. Franck, je te remets. Il faut dire le duc de Wellington. Et le duc. Ah, et c'est le duc. Il était duc. Il était duc. Ah, il y en a qui s'embêtent pas en fait. Hein. Non. Ok. Donc, vous avez ces cartes qui représentent les unités qui sont sur la en ordre de bataille, sur la quoi. carte en ordre de bataille. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que c'est une manière très rapide de découvrir quels sont les principaux acteurs donc, de cette bataille et également quels sont les principaux lieux de cette bataille. D'accord. Donc il y a un côté, on va dire, un petit peu éducatif, pédagogique pour ceux qui ne connaissent pas, oui, c'est mon cas. mais dans un contexte de règles de jeu relativement simple. Donc la bataille de Waterloo telle qu'elle est représentée ici, c'est la réalité. Vous allez avoir des points remarquables qui sont représentés par des petits cubes ici, donc rouges, c'est à savoir la ferme de la Haie-Sainte et la ferme de Hougoumont. Hougoumont relativement célèbre puisque les Français s'y sont cassés les dents toute la journée. Ah oui. Et vous avez également le village de Plancenoit qui lui est occupé par les Français. Oui. Village lui également célèbre parce qu'il a été l'objet de furieux combats entre les Français et les Prussiens. Pourquoi ces petits cubes? Parce qu'en cours de partie, il est possible bien évidemment pour le Français de prendre Hougoumont, d'envahir, de prendre finalement Hougoumont, ou de prendre la Haie-Sainte, ce qui historiquement s'est fait lors des dernières grandes avancées de Ney, et cela donne des avantages bien évidemment à un camp comme à l'autre. De la même manière, Plancenoit peut être prise par les Prussiens, ce qui causera de forts gros dégâts aux Français. Donc ça, c'est la géographie autour en fait du champ de bataille. Ensuite, vous allez avoir des unités. Alors parmi ces unités, ici vous avez 3 petits cubes qui représentent en fait la grande batterie. C'est Napoléon qui avait décidé, pour aller un peu attendrir la chair anglaise, plutôt en fin de matinée, d'associer un certain nombre de canons. Alors, c'est pour montrer en fait l'effet masse des canons qui avaient été utilisés par Napoléon, sachant qu'il ne faut pas croire que les Anglais n'avaient pas de canons, mais sauf qu'ils étaient répartis sur toute la ligne de bataille. Napoléon, lui, avait tenté, à travers cette grande batterie, donc, de venir bombarder la première ligne anglaise, qui est représentée en fait par le corps du prince d'Orange. Mais c'est encore une manière assez simple et rapide de comprendre que cette batterie a en effet existé. Ensuite, pour poursuivre sur la présentation du corps de bataille, l'aile gauche est représentée par Reille, donc c'est un corps d'armée, soutenu par la cavalerie de Kellermann, qui était la cavalerie lourde. L'aile droite, c'était d'Erlon, celui qui a fait l'essuie-glace entre Quatre-Bras et Ligny, et qui n'a donc pas participé au combat du 16 juin, qui ont d'ailleurs cruellement fait défaut à l'armée française, donc qui est à ce moment-là à l'aile droite, en pleine forme, soutenu par la cavalerie lourde de Milhaud. Ensuite, vous avez en fait Lobau ou Mouton, c'est le 6e corps français qui a notamment combattu contre les Prussiens. Et enfin, en dernier, vous avez la garde impériale, avec toutes ces unités, vieille garde, moyenne garde, jeune garde. Et toutes ces unités sont représentées en fait par les cartes qui sont devant Guillaume. Devant Franck, nous avons en fait l'armée anglaise qui occupe les positions là encore historiques. Donc je l'ai dit, orange donc sera la gauche de l'armée anglaise. Il sera en fait la droite. Vous avez ensuite une division en fait, de cavalerie qui est sous les ordres de Uxbridge, qui ressemblait en fait quasiment l'intégralité de la cavalerie lourde et légère anglaise en un corps relativement important. Et vous avez également un corps qui s'appelle le corps de réserve, qui avait été destiné par Wellington à venir un peu combler les brèches, puisque Wellington avait quand même décidé d'être plutôt en position défensive et attentiste, donc il avait un corps assez important de troupes qu'il devait envoyer en fonction aux endroits où ça allait un peu craquer, parce qu'il savait très bien que les Français allaient quand même débouler. Ça risquait. Il reste... Juste Guillaume, je te coupe un tout petit peu, on ne va pas forcément peut-être rentrer dans les détails, mais je t'entends parler, connaissant assez peu l'époque, de cavalerie lourde ou légère. Quelle était, rapidement, la différence entre l'une et l'autre? Il y en a une qui était cuirassée, pas l'autre. Oui, alors il y a un concept d'utilisation des deux cavaleries. La cavalerie légère sur le champ de bataille pouvait bien évidemment servir à contrecharger ou à flanquer ou voire à charger, mais en fait son utilisation, notamment lors des campagnes, c'était essentiellement d'éclairer
la marche de l'armée, de repousser en fait des estafettes, de prendre des villages, de prendre des points stratégiques, donc manœuvrabilité, prise d'initiative, voire après de poursuivre à la fin d'une bataille une armée en déroute pour aller récupérer des canons, des bagages. La cavalerie lourde, elle, a un autre emploi qui est en effet celui plutôt d'une arme, en fait, on va dire de choc, qui consiste en effet à enfoncer l'infanterie adverse. Et en effet, c'est pour ça que dans la cavalerie lourde, on retrouve les unités, notamment chez les Français, de cuirassiers ou de carabiniers, qui étaient notamment en effet protégés par une cuirasse sur leur torse. Merci. Voilà. L'autre point du côté anglais, c'est que nous avons une carte qui s'appelle Blucher, et qui sont les petites unités noires que vous voyez en fait du côté. Tiens, on va prendre Blucher. On va prendre Blucher. On va mettre en déporté. En déporté. Blucher. Le boucher. Non, c'est pas ça. Hein. Non. Blucher. Pardon. Ok. Blucher. Donc ils ne sont pas encore sur le terrain. Ils ne sont pas encore arrivés. D'accord. C'est comme Grouchy. C'est comme Grouchy. Sauf que Grouchy, ici, n'arrivera jamais. Jamais. Les Prussiens vont en fait tenter de déborder les Français. Ils ont des positions qui ne sont pas encore occupées car il va falloir réussir donc des activations pour pouvoir les faire apparaître et menacer en fait l'aile droite française, ce qui est arrivé historiquement. Et ensuite, comme vous l'avez vu, il y a deux chefs qui sont représentés par donc Napoléon et Wellington, qui ont chacun un pouvoir. Ah, c'est génial. Alors attends, infanterie 62 000. Cavalerie 15 600, artillerie 246 pièces. En effet, il y a quelques indications qui vous donnent les effectifs présents sur le champ de bataille. Ah, donc, pas pour rire, quoi. Non, pas pour rire. Pas vraiment. Et donc voilà, ça c'est la présentation. Donc premier point fort du jeu, mise en place très rapide, vous le voyez, c'est simple. Deuxième point fort, si vous voulez expliquer à votre enfant ou à un novice Waterloo, vous le faites ici, vous avez en fait tous les éléments parce que les positions y sont, les noms y sont, les cartes y sont. Donc à peu près les effectifs qui sont représentés par donc, ces petits bâtonnets en bois de couleur. Donc c'est vrai, et vous allez voir, ça joue vite en plus. Bon, donc il y a ce côté, moi je trouve pédagogique qui est vraiment intéressant. Alors ensuite, la mécanique de jeu, quel est le but du jeu? Le but du jeu, en fait, c'est de faire craquer l'adversaire au moral. D'accord. Et le moral est représenté, en fait, par ces deux échelles que vous voyez ici. Les deux protagonistes débutent la partie, en fait, avec un moral à 10. Si jamais vous arrivez à B, donc tout en bas de l'échelle, B, c'est pour broken, ça veut dire que vous êtes démoralisé, vous partez en déroute. C'est la déroute. Mais il se peut qu'en cours de partie, bien évidemment, on vous demande de lancer des jets de morale. C'est ce qui est représenté ici par, en fait, ces lettres, ici. Donc, il vous appelle à lancer en fait un jet de dés. Et si jamais vous ratez votre jet de morale, de toute façon, vous êtes parti en déroute en cours de bataille. En cours de bataille. Ça peut tout à fait arriver. Alors évidemment, lorsque vous êtes à 10, 9, 8, c'est compliqué parce que vous lancez un D6. Un D6. Lorsque vous êtes à 4 ou 5, vous voyez très bien que déjà le danger pointe à l'horizon. Tu le dis, jet de déroute à effectuer à certains moments, très bien. Est-ce que c'est pour l'unité ou pour l'armée? Ah non, c'est l'armée. Une fois qu'on a... Ah oui, non, c'est pour ça que c'est 15 minutes. On peut très rapidement dérouter. Franck, ne me fais pas ça, je t'en prie. Donc, 15 minutes. Donc, voilà, 15 minutes, donc ça va vite. Donc, je rappelle, but du jeu, faire craquer l'autre moral. Et puis, on va voir évidemment comment on incrémente ces différents. En fait, cette deuxième échelle qui est l'échelle en fait, des pertes. Donc, les pertes côté français et les pertes côté anglais. Alors, la mécanique. Le cœur de la mécanique, c'est très simple, c'est qu'on joue de manière alternée. C'est toujours le Français qui démarre. Oui, c'est l'initiative. Les Français, ils sont venus pour puncher l'Anglois. Et le joueur français va décider quelle unité il active. Lorsqu'il active une unité, c'est un grand corps, donc Soirey, Kellerman, n'importe lequel, et il va lancer un dé qui va correspondre, en fait, en fonction du résultat, à un effet. Qui aura en général un impact sur lui et sur son adversaire. L'important, c'est toujours de faire en général le dé le plus important. Et une fois que ça a été joué, c'est au tour de l'anglais de répliquer. D'accord. Et de déclencher une action. Et ensuite, c'est au tour de français, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'en effet, on arrive à l'une des deux armées, en fait, craque. D'accord. Alors, la subtilité du jeu tient justement dans l'emploi des bonnes unités au bon moment, parce que bien évidemment elles n'ont pas toutes les mêmes effets, et pour respecter en fait le cadre historique, les unités ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Par exemple, Reille attaquera forcément Hougoumont ou Hill parce que c'était en fait le sens des ordres qui lui avait été donné. Reille ne peut pas aller attaquer Orange. Orange doit être attaqué par D'Erlon. De la même manière, la grande batterie étant située face à Orange,
la grande batterie bombarde orange. Et ne va pas bombarder en fait il. En revanche, il y a des unités spéciales qui est la garde, qui elle peut attaquer l'une ou l'autre. D'accord. Donc c'est intéressant. Et de la même manière, l'anglais ne peut pas faire n'importe quoi puisqu'on est sur un corps de bataille donc qui est quand même relativement statique. Ce que tu donnes comme information, est-ce qui est ensuite résumé sur chacune des exactement. cartes d'unité? Toutes les cartes en fait reprennent ces informations en disant que vous attaquez tel corps. Par exemple ici, quand on prend Ray, il y a écrit action, target, second corp, heal. Voilà. Ouais, ça c'est ça. Alors là où quand je parlais de subtilité par rapport au jeu, c'est que vous avez vu tout à l'heure que les points remarquables sont déjà en jeu. Oui. Et par exemple dans le cadre de Hougoumont, si jamais Ray prend Hougoumont, ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner la carte. Voilà. Et ici, on va se rendre compte que Hougoumont capturé donne un bonus aux Français. D'accord. Voilà. De la même manière, si jamais le Blücher prend Plancenoit, le Prussien retourne sa carte et sa carte est plus puissante. Ça signifie en fait qu'historiquement, bien évidemment, vous gagnez des bonus. Donc vous restez complètement dans la configuration, dans l'esprit en effet de la bataille. Ensuite, vous allez avoir un élément important qui est ce que l'on appelle en fait les contre-attaques. Les contre-attaques représentent ce qui s'est d'ailleurs passé dans la bataille, c'est-à-dire la capacité de certaines unités à mieux faire face à leur adversaire parce qu'ils sont sur une situation favorable. Par exemple, si jamais Derlon attaque Orange, lors de la phase en fait, de jeu de l'anglais, Franck pourra tout à fait décider de lancer Uxbridge parce que, on peut le prendre ici. Oui, on va le remettre on va remettre, parce qu'il est écrit sur la carte de Uxbridge qu'il peut counter-attaque le premier corps. D'accord. Donc c'est une action en fait spéciale. C'est une action, mais spéciale dans le sens où il ne peut l'activer qu'à ce moment-là et il va contre-attaquer le premier corps pour lui faire des dégâts supplémentaires. D'accord. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet de revivre d'une certaine manière un peu l'esprit du jeu de manière simple et relativement élégante. Et historique. Voilà. Alors après, parmi les particularités du jeu, on va avoir donc ces fameuses cartes de réserve qui, côté anglais, va lui permettre en fait de combler un certain nombre de pertes. D'accord. Sauf que le jour où il n'y a plus de réserve, forcément, il a un malus. De la même manière, on va retrouver la capacité à Lobo, qui ne peut lutter que contre les Prussiens, d'essayer de repousser les Prussiens. Sauf que lorsque Lobo sera épuisé, les Prussiens pourront s'installer plus facilement. La garde est capable en effet d'avoir une action très puissante sur l'une des deux ailes anglaises, mais une fois que la garde est en jeu, le moral des Français est affecté parce que ça veut dire qu'on a engagé les ultimes réserves, mais ça peut être complètement décisif. D'accord. Et on a également un point qui est assez bien vu, c'est que lorsque le Français engage la grosse cavalerie lourde de Kellerman, il est possible que Ney le fou, le fantasque, entraîne toute la cavalerie et amène le Français à être obligé d'aller s'empaler sur les carrés britanniques, puisque les unités britanniques, par exemple, peuvent se mettre en carré. Il y a écrit square. Squares. Et lorsque vous êtes en carré, vous résistez mieux face à la cavalerie. En revanche, si l'infanterie passe par derrière, là, vous allez sentir le vent du boulet, mais au moins aurez-vous résisté à la cavalerie française. Donc, vous voyez, un peu de subtilité, des informations historiques qui ne nuisent pas à la facilité du jeu, mais qui en donnent en fait une profondeur vraiment intéressante. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui manque ? Il manque les pertes. À chaque fois qu'une perte va être incrémentée, on va venir prendre une petite barrette et puis on va la poser ici. Et lorsque l'on va descendre, vous vous rendez compte qu'en bas de la colonne également des pertes, il y a un B pour broken. Si vous avez arrivé en fait, à atteindre ce nombre de pertes, ça veut dire que là, vous avez désintégré votre armée, donc vous avez perdu automatiquement, même si vous tenez toujours au moral. Et dès que votre barrette atteindra en fait une des lettres, vous devrez en fait effectuer un test de morale. C'est à partir de ce moment-là que ça peut devenir un peu difficile. Voilà. Donc, on a tout dit. Il n'y a plus qu'à rentrer dans le feu de l'action. Voilà, exactement. Il n'y a plus qu'à rentrer dans le feu de l'action. Alors, dans les autres subtilités, en effet, la grande batterie peut perdre ses propres canons et sur un mauvais jet de dés, ça veut dire que les boulets sont partis un peu trop haut. Là où il fallait. Et ensuite, vous avez au niveau des deux généraux. Donc Napoléon, lui, sa particularité, c'est que pour n'importe quelle attaque, il est capable de lancer 2 dés et de prendre le meilleur. Donc j'utilise sa capacité à ce moment-là. Exactement. Et une fois que ça a été utilisé, on le retourne, used. Facile. Il est fatigué, il a tout donné. Alors, la capacité en fait de Wellington est un peu plus subtile, c'est en fait sa capacité de déclencher une avance générale, ce qu'il fait d'ailleurs à la fin du combat, en fin de journée, donc du 18 juin, il demande à ce que toute sa ligne avance. Et là, ça signifie qu'en fait, le Français prend automatiquement 2 pertes.
Donc, ce qui est assez redoutable. Sachant qu'en revanche, l'anglais va prendre des pertes en fonction de l'état de la grande batterie. Plus la grande batterie aura été usée, amenuisée, et moins il prendra de pertes. Si elle est toujours en fait en revanche en formation, lui il peut prendre jusqu'à 3 pertes, parce qu'il avance face aux canons qui vont se faire tirer en fait à mitraille. Mais ça peut lui et ça va demander de toute façon à ce que le Français fasse un test de morale avec un malus. Voilà, donc ce sont des cartes qui se jouent de manière totalement différente. Donc 2 camps totalement asymétriques, 2 manières de jouer différentes. Pour ma part, dans ce que j'ai vu, bon, c'est vrai que le jeu a l'air plus ou moins un peu en faveur du Français, mais bon, je trouve que c'est plutôt pas mal équilibré par rapport au choix. Eh bien, moi, je propose qu'on y aille en avant. Alors oui, pardon. On est le 18 juin. Nous sommes le 18 juin, donc il est 11h. Et on va se rendre compte que l'on va en fait progresser ici sur l'échelle de temps. Oui. Donc à 14h et ensuite à 18h, avec en fait des jets de morale qui vont être plus difficiles à atteindre. De plus en plus. Oui, parce que ça va signifier en fait l'usure des armées. La fatigue. Voilà, la fatigue. Alors ici, on passe. Ici, on décale d'un cran lorsque 5 unités prussiennes donc, sont arrivées ou lorsque les pertes cumulées sont de 10. D'accord. Et lorsque les 2 sont atteints, on passe encore à l'autre. On franchit encore. Ça montre aussi en fait l'évolution, bien évidemment, du temps, puisque s'il y a des pertes, c'est qu'il y a des combats, donc ça prend un certain temps. Moi, je serais tenté de dire, Guillaume, à toi de démarrer. Alors, je vais faire office de lanceur de dés, tout à fait. Ce qui est une tâche honorable. Je vais automatiquement, je sais pas, c'est peut-être ridicule. Franck va rire sous cap. Je ris. Non, mais c'est un anglais, qui provoque. Tout à fait. Ne tombe pas dans le piège là. Grande batterie. Ah, grande batterie, c'est parti. Donc, grande batterie, l'objectif, c'est d'amenuiser en fait orange. Je lance un dé. Alors, je donne le résultat 6. 6, donc 1 AM, 1 AC. Alors, voilà, donc 1 AM, donc je prends un petit bâtonnet ici, et 1 AM, pardon, je baisse de 1, morale, M c'est pour morale, et C c'est pour casualty, donc perte. Ok, tout va bien. Alors, donc ça c'est fait, t'as joué. Là, Franck peut décider, dans les micro-mécaniques de jeu, d'utiliser sa réserve. Pourquoi? Parce que la réserve lui permet, en brûlant un petit bâtonnet, en fait, de remplacer ici l'unité qui a été perdue, mais surtout de regagner un point de morale. Les 2. Voilà, il fait les 2. Ça, c'est l'effet. C'est l'effet, en fait, d'utiliser sa réserve. Maintenant, mais ce n'est pas son action. Si, c'est son action. Si, c'est son action. Parce qu'à chaque fois que vous décidez de faire quelque chose, c'est considéré comme une action. L'action, ok. En revanche, c'est rapide. C'est rapide. Mais en revanche, lorsque Franck n'aura plus de réserve, on retournera la carte et il est indiqué ici que l'anglais aura un malus à tous ses jets de morale. Donc il faut qu'il utilise sa réserve à bon escient. Alors maintenant, c'est à lui de décider s'il décide de faire autre chose ou s'il utilise sa réserve. Ou pas. Non, je ne vais pas l'utiliser ce coup-ci. Alors voilà, donc que fais-tu, Franck? Et je vais appeler Blucher. Alors, voilà, Franck, il appelle les Prussiens. C'est parti. J'espère que tu vas faire un aussi bon jet de dés pour moi que pour lui. Allô, êtes fou au téléphone? Répondez, je ne réponds pas. Voilà. 1, c'est raté. Il fait 6 pour lui, il fait 1 pour moi. Non, mais j'ai compris. C'est juste pour montrer ta supériorité. Je te remercie d'avoir précisé d'emblée. Je te remercie d'avoir précisé d'emblée que oui. Merci Guillaume. Donc, précisons, les Prussiens. Nous l'avons tous compris, maintenant, c'est une la mauvaise foi légendaire des Britanniques. C'est comme au rugby, c'est quand on a perdu, c'est pas de notre faute. C'est bien clair. Et donc, sur 1 ou 2, le Prussien, en fait, n'apparaît pas. C'est pour simuler, en fait, le décalage lors de l'arrivée, en fait. Voilà. Non, mais le décalage, en effet, d'arrivée des troupes prussiennes sur le champ de bataille. À partir de 3, le Prussien apparaît. Et ce qui est important, c'est que dès qu'une unité prussienne apparaît, le Prussien a +1 pour la suite, mais si une deuxième unité apparaît, il a +2. Et donc, c'est ce qui lui permet en fait d'aller chercher des gros chiffres, on le verra peut-être, qui peuvent lui donner en fait des bonus. Donc, à toi, que fais-tu? Comme il a décidé de faire toujours 1 ou 2 pour le Prussien. Oui, les Prussiens n'arriveront jamais. Les Prussiens n'arriveront jamais. Comme ça, tu vas faire autre chose. Alors, il avoue. Alors, PD, ça représente. Non, ça c'est pour Lobo. Non, Lobo c'est pour retirer les Prussiens. C'est pour les Prussiens. Les Prussiens sont tu peux le décaler comme ça si tu veux. Ok. Alors soit tu refais une grande batterie pour continuer de l'attendrir, soit tu envoies Ray pour essayer de prendre Hougoumont, soit tu envoies par exemple Derlon pour aller taper sur Orange, sachant que tu auras le risque que Uxbridge te contre-attaque. Oui. Ah bah oui, ça, c'est la vie ça. Tu n'es pas encore en carré, hein? Non, il n'est pas encore en carré. Il passera en carré lorsqu'il sera attaqué par la cavalerie Kellerman. Alors tu peux aussi préparer le terrain en envoyant Kellerman sur île. Il passera en carré et après s'il ne se remet pas en ligne, toi tu peux aller lui taper dessus. C'est ce que je vais faire. Donc attention, Kellerman. Mesdames et messieurs, attention, nous allons peut-être assister à quelque chose de grandiose car si Kellerman. Un 6 apparaît, naît le fou entre en jeu et c'est toute la cavalerie française qui y va. Ça c'est moins drôle, mais ça peut être moins drôle. Dans tous les cas,
dans tous les cas, voilà, on est parti. Kellerman attaque Hill. Kellerman, Ah, 6. Je vous l'avais dit. Tu plaisantes? Mais non, je plaisante jamais, moi. Oh, putain. Voilà, donc c'est la charge. C'est pas du tout un très mauvais résultat. Non, c'est pas du tout. Mais c'est la charge. Alors tu retournes. Donc voilà, on est passé ici. Donc la cavalerie lourde. Ici, voilà, exactement. Donc c'est la fin. Là, c'est la fin. Et ici, ce qui se passe, c'est qu'on passe directement en carré. Crac. Voilà, on est en carré. Voilà. Donc French player must choose to play. Alors voilà, ça, c'est donc après. Donc maintenant, c'est sachant que Guillaume, maintenant que Ney est entré en jeu, est obligé de réattaquer avec Kellerman sur Hill. Donc, par exemple, Franck pourrait tout à fait décider de repasser en ligne. D'accord. Parce que ce serait son action, mais c'est absolument pas avantageux, parce qu'en carré, il te fera automatiquement une perte. Oui. Voilà, ça c'est... Oui, parce qu'il est passé en carré parce que je l'ai attaqué. Ça, c'était automatique. C'est ce qui est marqué ici. C'est automatique, c'est ça. D'accord. Et toi, parce que tu es en charge folle, tu prendras une perte. Mais tu vas faire du dégât derrière. Bah oui, par contre, derrière, je vais faire mal. Alors, que fait l'anglais? L'anglais, oh, ça c'est tordu, l'anglais. Oh. Oui, c'est une évidence. Vas-y. Je vais jouer Uxbridge. Pourquoi je joue Uxbridge? Notamment là. Parce que derrière Uxbridge, le Français pourrait contre-attaquer avec Milhaud. Oui. Contre Uxbridge. Mais tu es obligé de jouer le faire avec Kellerman. C'est vrai. Tu es obligé de jouer Kellerman. D'accord. Donc j'en profite lâchement. Tu profites de cette... Absolument. D'accord, ok. Pour attaquer la grande batterie. Allez, boum. C'est parti. 1. Oh non. Oh non. Je rêve. Je rêve. Non, je ne rêve pas, c'est évident. Malheureusement. Alors, stop. Tu peux brûler une réserve. Mais 1, ça me fait quand même 2 assez. Non, monsieur, je ne peux pas. Non, la réserve, ça ignore les pertes de l'action française. Ah, pas les oui, exact. Pas les siennes. Exact. C'est vrai que c'est... Non, pas celle-là. Donc ici, 2 paumes. Paf. Bon, ils sont venus s'empaler sur les canons. En même temps, Franck, ce qu'il dit pas, il charge face à 80 canons. C'est clair. Ils se font déchirer. C'est clair. Non, je n'aurais rien dit si tu n'avais pas déjà fait un au tour précédent. C'est ça. Il y aurait eu moins de canons, tu aurais eu moins de pertes. Voilà. Tu aurais peut-être même gagné un truc. Si tu n'avais pas fait un au tour précédent, j'aurais rien dit. Voilà. Donc je suis obligé. Oui, tu es obligé d'attaquer. Au moins là, ça. Là, tu es obligé d'y aller. Là. La bonne chose, c'est que tu n'as pas de. Alors, tu auras de toute façon une perte. Et tu es obligé d'y aller. Alors, c'est parti. Non, pourquoi une 3 3, donc... Si, tu as une perte automatique. C'est à cause de la carte Hill. Ah oui, French. French moral. Alors, commence par là. Alors, donc là, le 3, 1 AM. C'est-à-dire que le moral, en fait, anglais, baisse de 1. Baisse de 1. Ensuite. 1, French moral. Alors, le French moral, il baisse de 1. Mais quel crétin ce n'est, c'est pas possible. Et for all results, si elle est en carré, je perds 1 à Kellerman. Voilà, donc Kellerman prend une paume. Donc maintenant, ce qui est important, je ne suis toujours pas rallié. Non, maintenant, voilà, exactement, j'allais y venir. Il y a une manière d'arrêter un peu cette charge infernale, c'est de réussir un jet de dés sur 1 ou 2, sachant que plus la charge dure, plus le français aura en fait des bonus. Puisque je prends un -1 pour chaque cavalerie perdue. Au deuxième, lors de la deuxième phase de cavalerie, il y a encore un 3, ça se transforme en 2, donc ça s'arrête. Mais là, Guillaume est toujours engagé dans sa charge folle. A priori, il reste en carré, on imagine. Mais non, pas sûr, il peut. Oui, mais il n'a aucun intérêt à le faire parce que ça lui brûle son action pour rien. Et en plus, il retire son bonus de te casser ta cavalerie. C'est vrai. Franck, que faites-vous? Je ne vais pas continuer avec Uxbridge, puisque tu me l'éliminerais ce coup-ci sans aucune pitié. Je vais donc rappeler Blücher. Bon, allez, le Prussien. Schumacher, il arrive. Ah oui, tout de même. Alors, hop, 5. Donc ça veut dire qu'une division prussienne arrive sur le champ de bataille et que tu vas placer. Non, ici. Ici, vraiment. Je suis obligé. Je pourrais très bien la mettre ici. Non, j'aime bien quand elle est là. C'est plus loin du français, c'est mieux pour son moral. Tout à fait. Bah, t'es collé, hein. Moi, j'y vais, hein. Donc t'as pas le choix, c'est pas le choix, on continue. J'ai du -1. Et là, t'as -1. Alors attention, c'est parti. 5. 4. Donc ça devient 4. Donc ça veut dire que la charge continue. Juste. Allied moral. Ouais, mais bon, là, le moral anglais commence à passer à 7. En revanche, quoi qu'il en soit, je perds encore 1. Voilà, Kellerman n'est pas si mal. a été donc désintégré. Non, il s'est empalé sur les carrés en fait britanniques. Donc, et la charge folle continue avec Milhaud.
qui va continuer. Donc lui, en fait, il est mort. Voilà, il est mort, on le sort du la ligne. Et donc c'est Mio que je retourne parce qu'il est en Ney Cavalerie. Ouais, exactement. Oh là 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 là. Bon, voilà. Que fais-tu, Franck? J'appelle Bûcher. Encore? Bah oui, franchement. 4. 5. Une deuxième. Non, 4. 5, ouais, pardon, 5. De toute façon, ça change pas grand-chose. Une deuxième. Alors, là, toi, par exemple, ce que tu aurais pu faire, c'était envoyer Lobo pour essayer de repousser les Prussiens. Là, non. Et là, tu ne peux pas parce que Mio, encore en charge de Mio, qui rejoint Ney dans sa folie. Sauf que là, c'est -2. C'est du -2, tout à fait. 5. Génial. -2, 5 3. -2, ça fait 3. Donc French Moral -1. Voilà. Et Allied Moral, Allied Moral -1 également. Et donc je perds 1 automatiquement. Voilà. Et on continue. Oh. Bah oui, parce que c'est sur 1-2, non? Oui, je sais, c'est sur 1-2, oui, non, mais. Bah après, tu auras -3. C'est du -3 là, ça commence à être chaud. Mais c'est bien, c'est bien. De toute façon, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Bah, ça, c'est sûr. Que fais-tu? J'appelle Bûcher. Encore? Bah oui. Il insiste. 5. Alors 7. Là, attention. Que se passe-t-il? Un French Moral. Voilà. Bah oui. Et une division. Voilà, bah oui. Allez, charge. Oui, ça va très très vite, c'est excellent. Ça va très très 6. Oh mais arrête! Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Moral. Moral anglais? Oui. Alors, moral français. Moral français aussi? Oui. Ok, et là, il n'y a plus personne, donc là, c'est mort. Donc là, la charge est arrêtée. Là, la charge est finie. Là, c'est fini. Je me suis empalé. Tu t'es empalé. En revanche, tu as fait quand même du dégât dans le moral. Parce que maintenant, point important. Ça, c'est pour Franck qui va. Oui. Il est à 1 de son premier jet de morale. Toi aussi, d'ailleurs. Mais il se passe que s'il doit maintenant faire un jet de morale, d'accord? Il est à 5. S'il fait 6, il a perdu la partie. Ouais. Ah oui. Alors que toi, t'es à 6. Franck, vas-y. Tu peux pas perdre. Franck, lance. Qu'est-ce que tu lui fais, Franck? J'appelle Bûcher. Encore? Bah oui. Il veut essayer de... En fait, il veut te prendre Plancenois. Non, mais là, il va tomber. Je le connais. Tiens, 6 et 3, 9. Voilà, je le savais, j'avais bien compris. Là, il peut riposter. Alors, attention. Ah non, je perds. Non. Qu'est-ce qui se passe, Plancenois? Un FC, une perte française. Alors, tu pourrais prendre Lobo. Oui. Lobo. Ouais. Et Plancenois capturé. C'est tout, il n'y a qu'une perte française. Hein. Oui. C'est ça. Plancenois capturé. Donc ça vient là. Tiens, passe-moi ton petit cube, c'est pour montrer un petit peu comment ça se déroule. Voilà. Et tu le mets sur Plancenois. Alors, là, il y a donc cette notion de contre-attaque qui est particulièrement importante. Oui. L'une de tes actions peut être de tout de suite brûler une unité de la garde pour reprendre Plancenois automatiquement. Mais je perds en morale. Non, tu l'as déjà perdu. En revanche, ce qui va se passer, c'est que tu auras une unité de plus ici. Voilà. Ouais. Mais si jamais tu ne contre-attaques pas immédiatement sur Plancenois, ça veut dire que tu considères que Plancenois est passé aux Prussiens et tu ne pourras jamais le reconquérir. La conséquence, tiens, c'est qu'il va retourner la carte. C'est que tu retournes la carte. Et lorsque tu retournes la carte avec Bloodsher, s'il a pris, c'est que lorsque lui attaquera avec les Prussiens, par exemple, quand il fera 7 ou plus, d'accord, il se fait une perte et un moral à chaque fois qu'il baisse. Donc, c'est un gros risque. C'est un gros risque. Il faut y aller. De Plancenois. De laisser Plancenois sur et c'est ton action. Et c'est ton action. Donc, tu envoies à la garde ici. Oui. Alors, tu aurais pu jouer autrement. Je te montre ce que tu aurais pu faire. Je fais pas de jet. Non, parce qu'en fait, tu es déjà à 6. 6, tu peux pas perdre. Ah oui, d'accord. Alors, tu aurais pu faire une autre action. Je vais te la montrer. Tu peux décider que Ray va taper sur heal. Pourquoi? Parce que tu as +1 à ton dé, parce qu'il est en carré. Il est en carré. Si tu arrives à lui faire baisser, si tu veux, ici son moral. Et à lui faire une touche. Parce qu'il faut absolument que tu fasses une touche pour qu'il lance le dé. Ah oui, je sais bien. Il peut perdre là sur 5-6. Ah, ça comme. Alors c'est là, tu vois, Franck, le point de bascule dont je te parlais, ou est-ce que tu joues le fait que. Et tu peux même activer Napoléon, par exemple, parce que tu vas lancer 2 dés. Oui. Mais enfin, tu as des choix. C'est là où tu as certains. Ah non, mais attends, si tu perds Plancenois après. Tant pis. Toi, t'es un joueur, toi. Ouais. Toi, t'es un gamer. Ah oui, je mise tout sur mesdames le deuxième corps qui, moi, j'applaudis. est en carré. Il est en carré, donc là. +1. Ouais. Je lance 2 dés et je choisirai. T'es pas obligé de jouer Napo tout de suite, mais tu peux jouer Napo. Ah, tu fais Ray, Napoléon. Napo. Directement sur le deuxième corps. Là, Franck, il se frotte les mains parce qu'il se dit qu'il va gagner avec les Prussiens. Non, il y a au moins. Magnifique. Alors, c'est dommage. C'est 3, t'as 3 et 4. Eh bien, je vais prendre 4. Alors 4, c'est un AC, mais sauf que là, tu lui fais pas de... Avec casualties. Donc ça lui déclenche un jet de morale. Non, parce qu'en fait, l'aide... Ah si, ça lui déclenche en fait une perte ici. Donc jet de morale. Et il perd sur 6. Voilà, c'est dommage parce que à 5-6, tu prenais Hougoumont et là, c'était beaucoup plus chaud parce qu'il devait brûler une réserve pour éventuellement rendre. Eh bien, tant pis. Un petit jet de dés. 6.
6. Tu voulais que je fasse 6, Franck? C'est juste le jet de morale. Hein. C'est juste le jet de morale. Et là, 6, je gagne. Si je fais 6, il a gagné. S'il fait 6, il a gagné. C'est le jet de morale. Tu voulais un 6 Absolument, on est parti. 3. Ah, ok. Il tient. Donc, et maintenant, Plancenoit, il l'a. parce que je n'ai pas réagi. Ouais, il l'a jusqu'au bout. En revanche, ce que tu peux faire, c'est avec Lobo. À l'instant, je viens de perdre un. Non, tu l'avais déjà perdu. Je l'avais déjà perdu. Tu as pris une perte. C'est parce que tu as pris une perte que ça a déclenché un jet de morale. C'est ça. Ça, tu ne pourras jamais le reprendre. En revanche, si tu actives Lobo, tu peux faire retirer des unités ici. Ce qui fait que tu réduiras les bonus du Prussien pour te faire des dégâts parce qu'il a pris Plancenoit. Ouais. Eh bien, que fait Franck? Que fait Kellington? Le duc de Kellington. Eh bien. Donc, si Franck veut repasser, il peut le faire, mais ça lui prend une action. Oui, ça lui prend son action. Ça lui prend son action. Ou alors il peut continuer les Prussiens, ou alors il peut faire autre chose. Hein. Il peut déclencher éventuellement Orange. Bon. Ce qu'il y a de pas si mal, c'est qu'il ne peut pas me taper avec Kellerman puisqu'il n'y a plus de Kellerman. Je peux également. Oui, mais ce serait pas. Dis-nous. French Casualties. Oh purée, mais alors Lobo, il prend automatiquement des touches. Ouais, mais l'objectif, c'est qu'il vire du Prussien aussi. Ça te permet en fait de lui faire. Parce que là, il a plus 3 à son prochain jet des Prussiens s'il l'active. Donc là, c'est un peu une course contre la montre qui commence à s'activer. Ça commence. Ça, pour l'instant, d'ailleurs, je perds pas de morale. Non, mais non, celui qui commence à être en difficulté. Et c'est là, en fait, alors. Vous l'avez compris, le jeu est simple. Ça se joue en fait, vous voyez, de manière. On prend une direction, on y va, on regarde évidemment par rapport au jeu dé parce que c'est un jeu qui joue vite. Là, on le commente, mais il faut bien qu'il y ait une variable. Mais ce qui est important, c'est que vous avez un point de bascule. Ce point de bascule, on vient de l'atteindre. Vous ne l'avez pas forcément senti, c'est que maintenant. C'est le 6 ou 5 du général. Franck, sur cette action, ça va avoir un effet crucial sur la suite et il peut peut-être dès maintenant en fait perdre la partie. Comme Guillaume, parce qu'en fait, il est arrivé ici. Où il peut perdre, là il aurait pu perdre sur un 6. Guillaume n'est pas encore menacé, mais il le sera sans doute au tour prochain. Donc maintenant, c'est à Franck de suffisamment bien anticiper la suite. Sinon, ça peut aller très très vite. Et c'est ce point de bascule qu'il faut bien maîtriser, notamment au niveau des cartes, pour savoir quelles sont les cartes que l'on va plutôt activer. Guillaume ayant déjà utilisé Napoléon, il n'a plus de soucis de ce côté-là. Mais Franck, avec Wellington, aura cette question, sachant que si il déclenche Wellington, il va venir s'empaler sur la grande batterie, donc il va prendre 3 pertes, donc c'est inimaginable à faire. Est-ce que s'il prend 3 pertes, il fait 3 jets de morale parce qu'il y a à chaque fois c'est un partout. Mais là, s'il en prend 3, c'est catastrophique. Sachant qu'on passe tout de suite ici, plus 1 en morale, lui, il n'a certainement pas intérêt à ce qu'on avance dans l'heure. Dès qu'il y aura la 10e perte, ce qui va sans doute arriver maintenant, qu'elle soit ici ou là, de toute façon, ici, on passe là. Plus 1 au jet de morale. Plus 1 au jet de morale. Ça veut dire que pour. Et là, maintenant, le 6 plus 1, 7. Non, c'est 5 qui devient 6. Donc, c'est-à-dire sur 5, 6, il perd. Sur 5, 6, il perd. On compte pas le 6. Mais si tu arrives toi à le faire baisser, c'est 4, 5, 6, c'est une chance sur 2. Et c'est là où le jeu va s'accélérer. Et là, normal. Enfin, voilà. Donc, j'ai le choix entre récupérer il. Ouais, à le remettre en ligne. À le remettre en ligne. Et. Ray, mais Ray, il continue, lui, il est à pleine bourre. Oui, absolument. Sauf que tu as de la réserve. Absolument, sauf que j'ai de la réserve. Tu peux remplir. Sauf que je la réserve et je récupère il. Alors, donc, il a décidé qu'il, en fait, allait se remettre en ligne pour pouvoir t'accueillir comme il se doit par un bon petit feu de ligne, tu vois, à distance. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il t'a redonné un peu l'initiative. Maintenant, toi, tu as un choix. Éventuellement, c'est de faire en sorte avec Lobo de tenter de repousser. Ou alors, et c'est peut-être ton autre option, c'est de pousser en fait le moral de l'anglais en bas pour l'amener à faire des jets. Plus il lancera 2 dés, plus tu as de chances de gagner. Donc c'est à toi de voir. Alors la grande batterie, vu que tu en as 3, tu peux éventuellement faire du dégât. C'est ça. D'accord. Alors il pourra éliminer ça par un pion de sa réserve. Mais donc s'il le fait, si tu continues d'avoir l'initiative. Vu que tu as 3, c'est peut-être un truc à faire. À un moment, il faudra réfléchir à jouer la garde qui tape de manière très puissante et qui est capable de faire des pertes et du moral anglais en moins. Derrière. Mais une fois que c'est joué, c'est vrai que ton moral baisse. Donc il faut savoir la jouer au bon moment. Donc comme je vous le disais, là il y a eu le point de rupture qui a été atteint. Maintenant, chaque choix est important. Chaque choix va faire. Alors ici, tu peux essayer de le faire baisser. Non, mais je vais faire la grande batterie. La grande batterie, c'est parti. Mesdames et messieurs, 5. 5, c'est une casualties pour les Anglais. Un dégât anglais. Alors, tu l'annules pas? Non, tu l'annules ou pas? Non. Et en fait, tu voulais atteindre. Jet de morale. Sauf que jet de morale, tu l'obliges. On est à 10. Alors on est à 10, on passe. Jet de morale ici, plus 1. Jet de morale plus 1. Je crois que c'est après.
Ah, le passage du temps. Bon, c'est pas très grave. Donc, ici, sur 6, c'est défaite. C'est défaite. L'armée s'en va. Guillaume. 3. Tu as une action. Hop, on passe à +1 puisqu'on est à 10. Ce que-ci, voilà. oui. J'appelle Blucher. J'appelle Blucher cette fois-ci. Donc là, depuis Plancenoit, boum. À +3. Attention. Alors, 6. 3 et 3, 6, c'est quoi? Chance. Un facteur de morale français. Qui baisse. Donc là, tu passes à 5, ouais. Et alors là, il va être à +4. D'accord. Ça pue. Alors là, ouais, là, ça commence à faire très. Ah non, alors soit Lobo, soit la garde pour essayer de lui faire baisser. Parce que là, il est sur 5. Donc sur 5-6, tu gagnes. Oui. Puisqu'il y a +1. Oui. Sachant que si jamais vous devez faire un jet de morale, c'est d'abord le joueur en fait qui subit, qui fait son jet de morale en premier. Tu peux essayer de tout donner maintenant, ou tu peux aussi refaire une grande batterie. Mais tu peux aussi essayer d'envoyer la garde. Alors tu vas prendre des pertes. Mais tu peux essayer de lui faire. Remove two. Et ça, celles qui perdent ici vont ici. Non, elles repartent là-bas. Tu les as refoulées. On les a juste refoulées. Ah oui, Mais sauf que si tu fais ça, tu feras un jet de morale. Bah oui, moi ça m'embête. Et toi, ça t'embête. Donc ça sera. C'est à toi de voir. Ça sera. Mais alors attention, tu peux aussi renvoyer Ray. Hein. Si tu renvoies Ray ici, tu peux prendre Ougoumont. Ça serait bon. Allez, ça veut faire la garde. Ou sinon la garde. Non, mais autant faire plaisir aux internautes. Quoi. Allez, la garde pour les internautes. Un petit coup de garde. Un petit coup de garde. Oh, t'as de bonne chance. T'as de bonne chance. Allez. Donc la garde. Alors là, les enfants, vous allez comprendre ce que c'est. La garde rentre en jeu. Si vous vous souvenez encore donc, de la petite musique qui passait lors du générique, c'était dans le film magnifique de Bondarchuk, Waterloo, que j'engage tout le monde bien évidemment à regarder. La musique de la garde impériale lorsqu'elle avance à la fin du film. Et donc c'est parti. Attention. Je suis bête, j'avais pas vu qu'il y avait la counter-attaque de Blusher. Quand Blusher, c'est quand il attaque la garde. Non, c'est toi qui contre-attaque. Oui, c'est toi qui pourrais décider de brûler. Voilà, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'était uniquement au moment où il prend Plancenoit. Donc là, c'est fini. D'accord. Donc la garde y va, c'est parti. Attention, le jet crucial et c'est un 3. Alors, 2 English casualties. Il s'en prend 2. Ouais. C'est orange ou île. Ouais. Orange, c'est bien. Ouais, je pense que de toute façon, voilà, il en restera une. Ensuite, French casualties. Donc ici, puis la garde prend une paume, ouais, et mercredi et French moral. Oui. Alors, c'est chaud. C'est chaud. On a tous les deux un jet à faire. On commence par donc celui qui subit. Ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas réussi à le faire baisser. Bah non. Donc, il est toujours à 5 ou 6 seulement. Il est toujours à 5 ou 6. Mais attends. 5 ou 6, pourquoi pas 6 Ah, 5 ou 6 à cause de ça. 5 ou 6 à cause de celui-là. À cause du temps. On est déjà dans Franck, l'après-midi. c'est long. 4. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Et là, pour le français, non, c'est je l'ai baissé. 4 plus 1. Donc non, j'ai dû 4, 5, 6. 4, 5, 6. J'ai une chance sur 2 d'y passer à ce moment-là. Je vous l'avais dit. 1. Magnifique, la garde ne rompt pas. Oui, la garde demeure, mais ne se rend pas. Non, mais c'est Cameron. Okay. Alors ensuite, précision, lorsque la garde est entrée en action, on la retourne. Et ensuite, on va venir jouer sur en fait une nouvelle table. Et maintenant, en revanche, puisque la carte a été appelée, c'est vrai que le moral français, qui est déjà pas bon là maintenant. Et voilà, flanche un petit peu. Donc il aura +1 pour Guillaume. Guillaume récupère un +1 malheureusement, sur TD. Mais c'est. J'appelle Blucher. Ah évidemment. Évidemment. Il y a +4. Tu t'es lancé là-dedans. C'est normal. 2, 6. 4 et 2, 6. 4 et 2, 6. Ça fait un facteur de morale. Puis un Prussien de plus. Alors, maintenant. Là, il n'y a pas de G. Non, il n'y a pas de G. Non, il n'y a pas de G, tu n'as pas eu de perte. Ouais. Maintenant, chose importante, puisque 5 unités prussiennes sont arrivées, nous avançons. Il est 18h. C'est une partie magnifique. On arrive quasiment au bout. Et là, c'est +2 au jet de morale. Donc là, tu as intérêt à lui faire une perte pour qu'il fasse son jet de morale à +2 parce que je pense qu'au prochain tour, il va s'occuper de toi. Et au prochain tour, oui, je vois pas bien comment. Au moral, tu vas le faire craquer au moral parce qu'il est déjà très bas le français. Sûr. Alors là, il faut que tu sois sûr de lui faire une perte. Il faut de lui faire une perte. Ouais. Une perte. Le plus important, c'est une perte parce qu'en fait, il va être sur un jet de morale à. 4. Ok, donc c'est Ray qui attaque. C'est Ray. C'est Ray qui a le plus de chances de faire une perte. Il n'y a que le 1 qui me serait fatal. Attention. Avance générale de Ray sur Ougoumont. C'est parti. 5. 5. Là, ça, c'est pas mal. Donc. Ougoumont est capturé. Ah, mais une perte française. Par contre, c'est une perte française. Il faut que tu fasses un jet de morale. Et c'est moi qui Alors vais attention. Non. Eh ben non, c'est bon. Non, c'est ça. Ouais. Ça devient ça. Ah, c'est ce qu'il fallait pas faire. Et là, il faut que tu fasses un jet de morale. Ouais. Et là, tu fais un jet de morale. À +3.
Oui, je sais. Oui, à plus 3. Bah, c'est pas la peine de lancer le dé là. Là, je crois qu'à 3, c'est pas la peine de lancer le dé. Voilà. Purée, j'avais pas vu celui-là. Et t'as pris Hougoumont, mais t'as eu tellement de pertes en prenant Hougoumont que finalement. Le reste de l'armée déroute. Voilà, ça déroute. On était pas passé loin, Voilà, Waterloo. Très franchement, je ne crois pas que, contrairement à ce que dit l'auteur, le jeu soit biaisé pour le français. Non, je ne crois pas tant que ça. Moi, mais dans les parties, je pense que c'est relativement. Ou alors, j'ai pas encore. Non, t'as plutôt bien joué. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, vous avez plein d'options. Vous avez senti le moment où la moindre décision devient en fait vitale. Il y a eu du jet de dés, Franck aurait pu perdre, mais il avait les facteurs plutôt en sa faveur. Là, en revanche, Guillaume s'était mis en position difficile. La charge de nez vous avez jusqu'au bout. Ouais, vous avez vu en effet un des facteurs intéressants, c'est que en effet la charge de nez, la grosse charge qui a coûté très cher à la cavalerie française. C'est du dégât en face. Voilà, il y a eu du dégât. On a joué Napoléon. Les Prussiens ont fait le boulot, ils ont pris Plancenoit et ils ont mis une pression très forte sur le français. Et finalement, le français craque au moral et pas aux pertes. Et voilà, et ça c'est la partie. Du coup, Guillaume, si jamais on faisait l'aller-retour, avec quels critères détermine-t-on au final le gagnant? Alors en fait, les critères, c'est ce qui reste en cavalerie, le nombre de pertes que l'on a eues, la différence de morale. On va additionner en fait, le nombre, toutes les pièces qui restent en jeu. Ça va nous donner. Il y a celui qui a gagné à des points, et donc après on soustrait bien évidemment les points du vaincu au point. Celui qui a gagné le plus, la différence de but. C'est ça. Et donc ça donne un score, donc qui sera en faveur de Franck. Tu fais une autre partie. Le parti retour. Et après, tu soustrais, tu regardes celui qui a plus de points. Voilà. Donc ça c'est juste. Bon. Alors ce qui fait, donc ça vous permet en fait, d'avoir des sensations. Ah oui, c'est très très bon. La Belle Alliance, as known as Battle of Waterloo. Le jeu se trouve sous la dénomination W1815. C'est ça, exactement. Donc W1815. Donc ça c'est un jeu, c'est un jeu que vous allez trouver essentiellement sur Internet. Quelques magasins spécialisés l'auront commandé, puisque donc c'est une fabrication européenne, mais qui vient de Finlande. C'est mon pote Thibaut qui me l'a fait découvrir, avec qui nous avons organisé l'Open de Paris de jeux d'histoire. Et donc je ne vous cacherai rien en vous disant qu'hier soir on s'est encore refait une petite partie. Mais c'est vrai que du coup de bien se mettre dans l'ambiance. Et donc c'est une très belle trouvaille. Tu connais le prix, Guillaume? Alors c'est un jeu qui est, je pense, entre 25 et 30 euros. Donc c'est tout à fait abordable. C'est en anglais, bien sûr. Mais bon. Mais peut-être qu'un éditeur, qui se trouverait autour de cette table. Je veux pas préciser plus de choses. Tu veux pas dire plus de choses que ça? J'aurais peut-être l'idée de prendre contact avec l'éditeur finlandais pour en faire un truc en français. Alors, il est marrant, Guillaume, parce que du coup, je fais quoi, moi? J'attends ou je vais le chercher sur Internet ce soir? Dans tous les cas, il va falloir qu'on se grouille de le traduire en français, parce que le 18 juin, c'est demain. C'est demain. Et il va falloir travailler vite. Donc, c'est possible. C'est possible. En tout cas, c'est une très bonne trouvaille, Guillaume. Bravo. Merci, Eric, de m'avoir laissé une chance, mais au final, je craque. Moi, c'est Franck. Merci, Franck, pardon. Je sais pas pourquoi. J'étais reparti, c'est ça, j'étais reparti. Je profite juste du chat pour éventuellement poser quelques questions s'il y en a eu. Le nom du jeu W1815, ça a été donné. Guillaume a mal joué, il faut le dire. Je ne suis absolument pas d'accord. Je n'ai pas mal joué, Guillaume. Tu commences à mal jouer, c'est pas possible. Impeccable, les choses sont claires pour tout le monde. N'hésitez pas. C'est pas de sa faute si Monsieur Guillaume a fait charger. Mais n'importe comment, en dépit du bon sens. En tout cas, c'est effectivement une très très bonne trouvaille, que ce soit, comme tu le disais, de façon pédagogique, parce que j'en ai certainement beaucoup plus appris sur Waterloo qu'avec les leçons que je n'avais pas appris peut-être, apprises. Merci beaucoup, Guillaume, merci pour cette partie et cette démonstration. Merci à vous de l'avoir suivi. Franck, charge de revanche, on en a une deuxième à faire. Je tenterai ma chance. Et puis en attendant, avec cette bataille de Waterloo… juste une chose, non pardon, stop, ne quittez pas. J'avais amené 2-3 livres. Waterloo, renseignez-vous. Voilà. Alors, bien évidemment, il y a une production littéraire très, très, très importante sur la campagne des 100 jours. Comme il y aura d'autres ex-rules sur Waterloo, parce que bien évidemment, le mois de juin est propice, on rentrera dans certains détails avec notamment un historien qui nous relatera justement par le menu les faits. Et je voulais en profiter déjà pour mettre un petit coup de projecteur sur quelques publications. Alors, la première publication, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je les engage à lire le Thierry Lenz,
qui s'appelle Waterloo 1815, donc qui est apparu il y a quelques semaines. Alors Thierry Lenz, c'est l'un des grands spécialistes de Napoléon, essentiellement sous l'aspect politique, diplomatique. D'accord. Et là, il a proposé dans un ouvrage qui est simple d'accès, les 100 jours et également la campagne de l'armée du Nord. C'est très plaisant à lire. C'est pas fait pour en fait les férus, pour ceux qui connaissent déjà tout, c'est fait pour ceux qui veulent découvrir. C'est un livre qui fait 200 pages, mais alors tiens, je sais pas si tu peux montrer, mais avec un certain nombre d'illustrations, avec en effet des petits points de détail. Donc pour débuter, moi je trouve ça pas mal. Oui. Voilà. Alors voilà, là c'était la Hougoumont, vous allez avoir des gravures d'époque, le caractère est tout à fait lisible, hein, et ensuite voilà, vous avez Jérôme Bonaparte, voilà exactement, qui a mené les combats autour de la ferme de Hougoumont. Vous avez des coups de projecteur, donc ça se lit, c'est très plaisant à lire, et vous aurez une première approche de la bataille. Impeccable. Ensuite, pour ceux justement. Tu peux me prêter ? Vas-y, garde-le. Merci beaucoup, Guillaume. Bravo. Alors il promet de le lire entièrement d'ici la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent rentrer justement dans le détail de cette bataille, le Barbero, puisque c'est la manière dont on prononce les choses, qui s'appelle Waterloo, et lui, aujourd'hui, un petit peu le livre qui fait référence sur uniquement la bataille de Waterloo. Alors bien évidemment, il y a une explication sur ce qui précède, mais c'est un livre particulièrement détaillé, qui se lit aussi très bien, et qui va vous relater toute cette journée avec moult détails, et c'est, je pense aujourd'hui, un des ouvrages qui fait le mieux sur le récit de cette bataille. C'est très plaisant, bien évidemment, ça s'adresse aux grognards qui ne connaîtraient pas forcément le détail, ou alors à ceux qui veulent plonger dedans. S'il y en a un à lire sur le récit militaire de cette journée, le Barbero. Waterloo. Ça, c'est pour la deuxième semaine. Alors, il existe aussi en poche. Il existe également en poche. Voilà, vous le voyez à l'écran. C'est en poche chez Champ Histoire. Ça, c'est bien. Et ensuite, pour les adeptes des magazines, il y avait chez Gloire et Empire, donc ça remonte, ça a quelques années, ça. C'était en 2005, mais vous pouvez sans doute encore le trouver. Bon, je pense qu'on peut encore le trouver. C'était justement un spécial Waterloo qui, lui, a l'avantage d'avoir des ordres de bataille. Donc là, c'est très pointu, technique. Ça s'adresse un peu plus aux wargamers. Mais vous avez aussi, tiens, je te montre, un certain nombre de gravures, d'illustrations. Mettre par-dessus. Voilà, plus des cartes. Voilà, des cartes. Alors donc voilà, les grandes charges de cavalerie dont on a parlé. Donc des gravures. Voilà, gravures. On va essayer de Plancenois, voilà, donc qui a été pris. Voilà, et là vous avez par exemple exactement ce genre de qui explique les mouvements d'armée, exactement, qui vont et les effectifs à ce moment-là. Voilà, et qui vous explique en effet grâce à ces cartes les mouvements de troupes. Donc ça aussi c'est tout à fait complémentaire des deux autres ouvrages. Vous voyez, c'est un petit peu l'entonnoir. Là on est dans des choses assez pointues. On a le plan de là, c'est l'une des cartes de la bataille. C'est à peu près ça, c'est à peu près ce dessin. Oui, tout à fait. C'est inspiré. Voilà. Ah bah, il y a quelque chose à voir avec ça. Waterloo. Non, peut-être pas, si. Eh bien, ça fait 3. Et donc, du coup, tu nous promets un spécial encore plus profond dans les éléments. Il y a d'autres jeux qui sont prévus pour un peu longtemps. Nous aurons la joie sur Trick Track, car Trick Track ne renonce à rien pour faire plaisir aux internautes, d'inviter en effet 2 auteurs français qui ont travaillé sur 2 jeux qui seront publiés là au courant juin ou dans tous les cas dans les mois qui viennent sur justement la bataille. L'un sur la bataille de Waterloo, l'autre sur la campagne justement de l'armée du Nord, avec 2 mécaniques de jeu totalement différentes. Donc ça, ce sera une première émission. Et une deuxième émission sera avec un historien qui viendra justement nous parler des 100 jours et bien évidemment de la campagne. Et puis aussi, bien sûr, de la bataille. Et un autre X-Rules où, normalement, avec Nicolas Stratigos, nous devrions vous présenter un petit peu ce qui se fait en termes de gros wargames, de grosses bestioles autour, en effet, de Waterloo. Parce que là, vous vous rendrez compte que c'est l'un des sujets qui a été le plus étudié et publié, notamment aux États-Unis. Il y a eu quelques publications en France, bien évidemment, donc nous en parlerons. Et il y a, en effet, un certain nombre de jeux qui se détachent en fait du lot et qui se jouent à tous les niveaux stratégiques, voire un peu tactiques. Et tous les wargamers ont leur Waterloo préféré. D'accord. Ah bah d'accord, je vais commencer avec celui-là, moi pour l'instant, mon petit wargame préféré. Juste
Allez, en lien avec les vidéos que peut-être vous avez découvert, si on faisait un « et si », le Waterloo, on aurait pu le gagner? Ah bah justement, c'est ce que l'on a vu ce matin avec Franck. Et si Waterloo. On ne l'a pas vu sur Waterloo. On l'a pas fait sur Waterloo. La plupart des historiens, me semble-t-il, conviennent qu'on aurait pu gagner Waterloo, mais qu'ensuite ça se serait mal passé. Ça serait mal passé, d'accord. Enfin, d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, notamment, même si Napoléon a réussi à repousser les Prussiens, les Anglais et à rattacher, on va dire, la Belgique, il ne faut pas oublier qu'il y avait en fait 2 armées, une russe et une autrichienne très puissantes. Hein. On parle de 150 000 à 200 000 hommes de chaque côté, qui se massaient du côté en fait du Rhin. Et on ne voit pas comment Napoléon, avec une armée déjà largement affaiblie, aurait pu en fait contenir cette approche, puisque en fait au Congrès de Vienne, les puissances avaient décidé que cette fois-ci ils en finiraient une bonne fois pour toutes avec Napoléon et qu'ils iraient jusqu'au bout et que de toute façon. Donc en fait, donc le pari de Napoléon, c'était bien évidemment de revenir à la table des négociations, de dire finalement laissez-moi en paix, je m'occupe de la France, vous m'avez obligé à venir vous attaquer. Donc là on verra avec l'historien comment tout ça s'est construit, parce que tout n'est pas faux bien évidemment dans ce qu'il dit. Mais il est vrai que la victoire de Waterloo aurait sans doute été illusoire sur le long terme. D'accord. C'était l'Ex-Rule numéro 8, W1815. Vous savez tout. On a joué, on en a parlé, on a même fait le « et si ». Une fois encore, Guillaume, merci Franck, merci beaucoup. Et puis celui-là, je vous le laisse. C'est à vous de jouer. Salut à tous!